moi j'entends quand même quelque chose, c'est que même dans l'enceinte militaire, la question de l'autorité se pose plus du tout comme autrefois, que dans les entreprises, l'autorité, quelqu'un qui dirait aujourd'hui dans une entreprise, écoutez mon garçon, ou jeune fille, vous êtes placé sous mon autorité, c'est un ringard, enfin, je veux dire, le type, il peut aller faire du stand-up au point virgule, mais il ne faut pas qu'il reste dans la boîte. C'est ça que l'on ressent à partir de ce constat et de cette première table ronde, de ce qu'on a entendu de nos intervenants. Vous allez nous dire si c'est votre sentiment, Michel. Alors c'est comme vous le disiez, effectivement, c'est un exercice difficile pour moi. J'arrive après beaucoup d'échanges et beaucoup de choses. Je suis un peu dans la position du 6e mari de Liz Taylor, qui le soir des noces disait bon, je sais ce que je dois faire. Il n'avait pas beaucoup d'autorité, le 6e mari de Liz Taylor. Oui, évidemment. Mais mon problème, c'est de le rendre intéressant. Et donc, je vais essayer effectivement de faire un peu une synthèse de tout ça et de répondre à votre question par une petite histoire, c'est qui m'est venue en écoutant. Donc ça se passe, dans l'armée, on reçoit en réalité beaucoup plus de missions que l'on ne reçoit d'ordre. C'est pas tout à fait la même chose. Et moi, je me suis à ce moment-là dans une ville et je reçois la mission d'accueillir. Donc on est au plein centre d'une ville et je reçois la mission d'accueillir un bataillon qui va arriver, plusieurs centaines de soldats avec des dizaines de véhicules. Et on me dit, ben voilà, ils vont pénétrer dans le site et tu te déroules pour les accueillir correctement, les protéger éventuellement. Très bien. J'appelle un de mes chefs de groupe, caporal-chef Octave, et je lui dis, écoute, ta mission est très simple. Les véhicules, lorsqu'ils pénètrent dans le site, certains d'entre eux ont des remorques. Ces remorques, s'ils ont les remorques, ben, ils ne peuvent pas manœuvrer, c'est compliqué, donc c'est très simple. Lorsqu'ils passent le pont, ils pénètrent dans le site, avec ton groupe, tu dissocies, tu décroches les remorques et tu les amènes dans un remorque. Quelque chose de tout à fait banal, de tout à fait ordinaire, à part que ça se passe dans un cadre qui est un peu extraordinaire, puisqu'à ce moment-là, nous sommes au cœur de Sarajevo, nous sommes au cœur d'une guerre atroce et d'un siège absolument terrible, où lorsqu'il tombe moins de 200 obus dans une journée, on place, dans le compte rendu, on place la journée comme calme. Et donc cette mission commence de nuit, c'est moins dangereux. Premier véhicule, le premier camion arrive dans le site avec une remorque, donc la cour, ils vont décrocher la remorque, et là j'entends un bang. Alors pour les non-initiés, une balle est un objet supersonique qui fait un bang dans l'air, parce qu'il faut un frottement d'air. Parce que ça passe très près de vous, ça fait un sifflement, mais ça passe à quelques mètres, quelques dizaines de mètres, ça fait un gros bang. Voilà, ça nous servira peut-être un jour. Et pour être tout à fait complet, si vous avez un peu d'expérience, vous attendez le troisième bruit qui vient, qui est le bruit de la détonation de départ qui arrive à 300 mètres secondes et qui lui vous donnera l'origine du tir et la distance. Je vais faire la parenthèse technique. Et donc j'entends un moment. Bon, sur la première fois, je ne m'alarme pas. Deuxième camion, les gars courent, et puis deuxième moment. Et là, je comprends qu'effectivement, il y a un tireur qui est là, qui est en train de tirer sur les gars. Chaque fois qu'ils vont se pointer sur un camion. Et il y a des dizaines de camions qui vont arriver comme ça. Et là, je suis impuissant, je vais voir les tirs à l'élite, c'est très difficile de savoir d'où vient le tir, on peut dire, on ne peut rien faire. Et donc je suis là à regarder mon groupe de gars qui savent qui se font tirer dessus, et qui, à chaque fois, vont aller sur le camion, vont se faire tirer dessus, ça va durer 20-30 secondes, et vont revenir. Donc à chaque fois, des dizaines de fois successivement, ils vont accepter volontairement d'aller dans une zone de mort, c'est-à-dire une zone où la mort palpable, la mort donnée, ou la mort, la mort reçue évidemment, ou la mort donnée, ce qui est une vraie spécificité en technique militaire, et ils vont en sortir, entrer et sortir. Ce n'est pas simplement une question de risque, c'est aussi une question de transformation. Vous pénétrez dans cette zone de mort, vous vous transformez, vous mourrez d'émotion, et vous devenez un autre individu. Et donc, quand on vit ces situations, tout le monde ne meurt pas, tout le monde n'est pas blessé, mais tout le monde est transformé. Et donc, c'est aussi accepter cette transformation. Quand je les regarde, à chaque fois, ils vont se font tirer dessus, ça, puis ils vont se faire tirer dessus. La probabilité, le tir est assez maladroit, la probabilité qu'il se fasse toucher est assez faible, mais statistiquement, si ça dure trop longtemps, ils vont forcément
finir par mourir. Et la question que je me pose à ce moment-là, c'est pourquoi obéissent-ils finalement? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Est-ce qu'ils obéissent parce que par la force de l'autorité formelle, compte, qu'est-ce qu'ils risquent s'ils refusent de faire ça? Ils ne vont pas se faire exécuter, hein, ils n'auront peut-être plus le temps d'exécution. Est-ce qu'ils font ça parce qu'ils m'aiment bien, d'amitié, parce qu'ils ont de la sympathie pour moi? Je ne crois pas non plus, en réalité. Et en fait, je comprends qu'ils font ça parce qu'il y a une autorité qui est dans l'air aussi, qui est invisible et qui les pousse à faire quelque chose qui n'est absolument pas naturel, d'aller au-delà de la mort. Je m'aperçois qu'effectivement, dans l'air, il n'y a pas que la mort, il y a aussi d'autres composants, d'autres ingrédients, et qui s'appellent notamment la confiance. Ça a été évoqué. Cette confiance, c'est-à-dire que, et c'est là que je m'aperçois que mon rôle de chef avant, surtout était avant l'action, que ces individus, ils sont bourrés de confiance, remplis de confiance en eux, dans leur capacité à faire, à agir face aux événements. Ils ont une confiance des uns dans les autres, que ce qui est important, c'est, il y a un élément très important, c'est le regard de tous, mon regard, le regard des camarades entre eux. Ils ont confiance en moi, effectivement, dans l'ordre que j'ai donné, alors là, c'est des choses un peu plus complexes. On a confiance dans son chef parce que, d'abord, on aime qu'il y ait quelqu'un qui prenne des décisions dans des situations compliquées. Vous savez, à partir de 140 pulsations minutes, on prend plus de décisions. On ne sait pas quoi choisir. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui aient moins de 140 pulsations minutes à côté pour prendre des décisions. Dans des situations qui sont toujours complexes, on ne sait pas est-ce qu'il faut passer à droite, est-ce qu'il faut passer à gauche, en fait on ne sait pas, mais l'important c'est que quelqu'un dise, on va par là. Que quelqu'un tranche le nœud gordien, fasse fonction d'épée. Donc ça marche, parce qu'ils ont confiance en moi, parce qu'ils me connaissent, je vis avec eux depuis des années, ils savent que j'ai été globalement plutôt bien formé, constaté éventuellement dans mes expériences précédentes. Ils savent que je suis passé par là où ils sont passés aussi, et ça c'est une caractéristique militaire qui n'a pas été évoquée. J'en parlais hier avec les policiers qui étaient très étonnés. Je leur disais, voilà, le chef d'état-major des armées chez nous, lorsqu'il donne l'ordre au commando Hubert d'attaquer Hubert et l'hôpital, il a été lui-même en bas de l'échelle. Il a lui-même d'ailleurs monté à l'assaut par la ville d'ailleurs de Sarajevo, et il a grimpé tous les échelons. Ce qui fait qu'on a des chefs militaires qui sont plus vieux en moyenne que beaucoup d'autres chefs, en tout cas, mais parce qu'ils sont tous obligatoirement passés par la chaîne hiérarchique. C'est-à-dire que quand on donne l'ordre, ils savent très précisément ce qu'ils demandent, et éventuellement le sacrifice qu'ils demandent. Ça, effectivement, ça a donné beaucoup les militaires qui regrettaient que ce ne soit pas forcément toujours comme ça. Et donc, confiance en eux, confiance en soi, on bat les individus de confiance dans les décisions, on rend les individus dépendants les uns des autres. Ça aussi, c'est un élément qui les solidifie. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un mot qui n'a pas été prononcé, mais que je sentais dans l'air, c'est l'honneur. Et le caporal-chef en question que je citais me disait très bien, il dit écoutez, voilà, il y avait un slogan, c'était deviens toi-même. Il me disait, c'est une grosse connerie, moi je ne suis pas rentré dans l'armée pour devenir moi-même, je suis rentré dans l'armée pour devenir quelqu'un d'autre. Justement, moi je m'appelle El Hadi Mokhtar. Quand je suis dans ma banlieue, je suis rien, je me fais contrôler par les flics. Là, j'arrive au 21e régiment d'infanterie de marine, je suis quelqu'un, je suis caporal-chef militaire, j'ai des médailles, les gens me saluent, les gens me vouvoient. Et en fait, le régiment m'a donné une part de son prestige. Je deviens une part d'une collectivité prestigieuse. Donc le régiment me donne quelque chose, et en échange, je ne peux pas faire autrement que d'être courageux. Je suis obligé d'être courageux. Michel, je ne peux pas m'empêcher de vous interrompre.
pour dire qu'effectivement c'est exactement le contraire de l'injonction des premières émissions de télé-réalité. Je sais que vous avez adoré le Loft au début des années 2000, vous étiez sans arrêt devant votre télévision, mais la grande phrase du Loft au début des années 2000, c'était « Sois toi-même, sois vrai et surtout ne change pas ». Et pour le coup, le Loft, c'était exactement le contraire de Sarajevo, c'était ma démonstration. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le principal, l'ancêtre des réseaux sociaux et de ce qui se joue aujourd'hui consiste en une injonction aux gens à ne pas progresser, ne pas changer et surtout ne pas s'amender et à rester eux-mêmes. Et même le slogan de l'équipe de 98, la Coupe du Monde, était un slogan sportif venu des États-Unis qui disait « La victoire est en toi ». Alors, à force de volonté et de progression, mais c'était assez passe-partout. Je referme la parenthèse, j'ai pas pu m'empêcher, mais c'était pour étayer et soutenir évidemment ce que vous venez de dire. Bien sûr. Alors Sarajevo est une sorte d'immense loft, effectivement, où on se réveillait, alors effectivement, oui, l'honneur, on fait les choses parce qu'on est comme ça. Quand j'étais au deuxième régiment de l'infanterie marine, vous avez un grand cahier, vous avez les noms des 20 000 soldats qui sont morts depuis le XVIIe siècle dans ce régiment, en portant cette tenue. Et donc, quand vous regardez ça, vous portez la même tenue, les mêmes insignes en tout cas que ces gens-là, voilà, vous êtes obligé à un comportement. Et donc ça, c'est une sorte d'autorité invisible qui est infiniment plus forte que les ordres qui nous sont donnés par le chef. Et au bout du compte, il y a aussi la dernière question qui a été évoquée aussi, c'est le sens. Pourquoi on fait ça? Pourquoi est-ce que le militaire, pourquoi on va prendre des risques? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a aussi une utilité? Pourquoi? Parce que ça sert à quelque chose que je prenne des risques. Si la question est longue, ou si ça sert-il à quelque chose que je fasse prendre des risques à mes soldats, c'est encore pire. Là aussi, on se pose en permanence ces questions, et sa réponse est non. Eh bien, la réaction sera évidemment complètement différente. Là, dans le cas d'exemple que je citais, les effets étaient très simples, très concrets, mais ils étaient clairs. Si ils ne faisaient pas ça, eh bien, on se retrouvait dans une situation bloquée. Et on se retrouvait avec des tas de gens qui étaient bloqués et en situation de danger. Quelques jours plus tôt, les mêmes gars avaient sauvé un conducteur d'un camion qui avait pris une balle dans la gorge, dans les mêmes circonstances. Donc ils savaient très bien que chaque fois qu'on restait 20 secondes immobile quelque part dans la ville de Sarajevo, on était en danger de mort. Et donc il fallait absolument faire quelque chose. Les commandos marines qui ont été engagés il y a quelques jours, ils avaient un résultat concret, une utilité concrète, effectivement, à leur action et à leur héroïsme. Et puis après, plus globalement, c'est effectivement, pourquoi fait-on cela? Quel est notre sens de l'action? Si le sens est grand et positif, là aussi, ça vous oblige à obliger un comportement particulier. Moi, j'ai été engagé au Rwanda en 1992, donc c'était avant les massacres. J'étais engagé dans une action secrète, la France, j'étais sur le front, à lutter contre le front patriotique rwandais tous les jours à la Saint-Rwandais. Il n'y a pas une journée, je me demandais pourquoi fait-on cela? Quels intérêts défendons-nous au Rwanda? J'aurais aimé qu'on nous dise. Parce que là, le reproche que je fais à un chef, c'est de nous avoir fait dire, au fait, même des intérêts économiques, ça m'aurait suffi. Hein. Et à partir du moment où vous ne savez pas pourquoi vous faites ça, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, de dire voilà, on va attaquer dans cette direction en terroriste, quand vous faites la balance entre la vie de nos soldats et le sens, l'objectif de la mission, le choix il est parfois un peu vite fait. Et donc, c'est au bout du compte, c'est cet ensemble, cette autorité, elle est bien au-delà de ce que je pourrais dire, bien au-delà des ordres que je pouvais donner. C'était un ensemble, c'était une autorité invisible, des liens. Au bout du compte, nous avions le sentiment d'être libres. En réalité, nous ignorions ce qui nous faisait agir. Et le plus stressé d'ailleurs dans toute la bande, c'était moi. Hein. J'étais à l'abri et j'étais stressé de voir des gens qui couraient des risques, mes soldats qui couraient des risques, alors que moi j'étais à l'abri.
j'étais plus stressé parce que j'étais à l'arrêt. Et au bout du compte, là aussi, prenant conscience de tous ces phénomènes, je cédais volontairement à cette servitude, à tous ces liens qui m'obligeaient, qui me poussaient, à toute cette autorité invisible, et je m'empressais en réalité de les rejoindre. C'était pas mon rôle, j'ajoutais pas grand-chose à faire, mais au moins ça me soulageait par le danger partagé avec non pas le collaborateur, mais avec une seule. Voilà, je vous remercie. Vous êtes ancien militaire, ce que je n'avais pas complètement précisé tout à l'heure, et enseignant et ancien membre des commandos de marine. Est-ce que tout cela est transposable dans des organisations, disons, moins exposées? Tout à l'heure disait Pascal Bernard, l'armée, il y a quand même l'hypothèse de mort. L'hypothèse de mort structure ce qu'on appellerait dans une entreprise toute une culture de travail, une culture d'organisation, une culture de croyance, tout un historique. En plus, les régiments, il y en a des très anciens, il y en a des bicentenaires. Donc tout ça fabrique presque un monde à part où l'autorité peut prospérer, s'épanouir, même si la société du loft évolue et envoie des signaux contradictoires. Au moins dans l'armée, les choses sont à peu près claires, y compris quand on est en mission au Rwanda et que les objectifs de guerre sont pas toujours très clairs et qui sont très contestés ensuite. Que pouvez-vous pour nos organisations privées, publiques et parapubliques, mon colonel? Alors oui, la mort comme hypothèse de travail, c'est le titre du livre que j'ai écrit sur la description de la manière dont on se comporte en situation de danger, en situation extrême. Et ce que j'explique, de temps en temps, effectivement, j'explique un certain nombre d'organisations, d'entreprises, que finalement, si l'organisation qui est capable de faire en sorte que les individus aillent volontairement à l'intérieur de cette zone de mort et s'y comportent à peu près efficacement, que cette organisation qui en plus s'appuie malheureusement sur des siècles et des siècles de pratiques, peut-être effectivement quelque chose à apprendre. À la limite, c'est un petit peu le plus que le moins, d'une certaine façon. Que nous, on est une organisation, une entreprise de l'extrême, et que ce qu'on est capable de faire en réalité se repose au bout du compte sur des choses assez simples, en principe, les plus difficiles à mettre en œuvre, sont pour beaucoup applicables en réalité à des très grandes entreprises. Je suis aussi un historien, notamment de la Première Guerre mondiale, on en a parlé tout à l'heure, effectivement, la Première Guerre mondiale est terrible, mais aussi c'est l'exemple, la transformation de l'armée française pendant la Première Guerre mondiale, c'est l'exemple le plus fort qu'il y a eu en termes d'innovation dans toute l'histoire de la France. Jamais une organisation en France ne s'est transformée aussi vite et aussi profondément que l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Les gens en 1918 n'ont rien à voir avec l'armée française de 1914. Là aussi, il y a tout un tas de facteurs innovants, de processus tout à fait remarquables qui ont été utilisés sous la pression. Ça a été évoqué aussi, c'est-à-dire que nous sommes une organisation par principe sous pression, destinée à la pression, et que la pression, c'est la mère de beaucoup de choses. Donc en fait, vous nous conseillez du bon stress. C'est ça en fait. Il y a du mauvais stress et du bon stress, vous nous conseillez du bon stress dans les organisations de travail. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça qui fait avancer les choses. C'est vrai. Michel, merci infiniment. Merci à vous.